Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la pratique du droit du marché public. Je me présente, je suis Christophe-Antoine Cipriani, ingénieur expert de la construction et AMO, c'est-à-dire assistance à la maîtrise d'ouvrage, concernant les marchés travaux notamment, en fait, pour être plus précis. Euh, Ces vidéos sont à destination des entreprises ayant un regard porté sur le marché public, d'une part, mais aussi un certain acteur de l'administration locale, par exemple, voir des établissements sans rattachement, des sui generis et des acteurs privés mandatés par des acheteurs publics. Dans cette vidéo, nous allons attaquer une partie fondamentale du principe du fonctionnement de l'achat public. Il s'agit de la connaissance des différents encadrements de la commande publique. Les entreprises qui souhaitent travailler ou les futurs opérateurs, les entreprises qui veulent avoir un statut d'opérateur économique, donc avec le secteur public, doivent avoir je dirais, une bonne connaissance des différentes réglementations qui sont relatives au marché public et aux besoins dont ils peuvent satisfaire, au type de besoins dont ils peuvent satisfaire, que ce soit fourniture, travaux ou services. Alors hélas, c'est vrai, il y a plusieurs réglementations qui complexifient la compréhension juridique de l'achat public, et notamment ça le rend, je dirais, ça le rend très illisible. Ça rend illisible certaines procédures d'appel d'offres, notamment la passation de marché. Une bonne maîtrise de la réglementation permettra tout d'abord à l'entreprise de comprendre les contraintes que supporte l'acheteur public et d'identifier les marges de manœuvre qu'elle a pour présenter son offre, dont elle peut disposer, selon le type de procédure de passation qui est mise en œuvre par l'acheteur public, puisque selon l'encadrement, l'acheteur public ne peut ne pas avoir un type de passation voulue. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que selon l'acheteur public et le type de marché, pour un même besoin à satisfaire, la passation peut être différente. Voilà. Ainsi que le type de marché imposé par la réglementation dont il est encadré. Donc, euh, ça veut dire tout simplement que il n'a parfois pas le choix du type de marché qu'il veut. Donc, et parfois, c'est une politique économique de l'établissement en question, de l'acheteur public. Donc, on verra que l'encadrement est différent selon l'acheteur public et selon la situation de celui-ci, qui peut offrir des recours à des marchés spécifiques. Bon, grâce à cet acquis, l'opérateur économique pourra anticiper sur le déroulement de la procédure, ainsi que anticiper sur le comportement de l'acheteur. Il doit comprendre sa politique de marché, mais aussi les limites juridiques qui sont imposées à l'acheteur public. Voilà. Alors, ce qui permet une adaptation, je dirais, qui va qui est bon pour les deux participants, c'est-à-dire pour les deux contractants, c'est-à-dire l'acheteur public et l'opérateur économique, ou le futur, je veux dire, titulaire. Donc, euh, il y a la mise en place, ça va permettre la création d'une mise en place d'un processus de choix qui est adapté aux besoins d'encadrement de l'acheteur. Voilà. Tout cela, ça sera élaboré au stade de l'offre. Donc, ça rendra plus fluide et plus rassurant pour l'acheteur public le marché dont il va signer. Donc, ça, c'est un bon atout pour l'opérateur économique de maîtriser et de comprendre les systèmes de réglementation dont s'origine l'acheteur public en question. Donc, la maîtrise des modalités de choix des offres par un acheteur public
sera donc pour l'opérateur économique de nature à accroître, je dirais de façon importante, des chances de succès à l'obtention du marché public. Donc, une parfaite connaissance du droit de la commande publique constitue aussi, ça va de soi, un moyen pour une entreprise candidate de s'assurer que le concurrent n'est pas privilégié, parce que, ou que l'acheteur public ne prive pas illégalement de ses droits, une possibilité de déposer une offre concurrente, de façon volontaire ou non volontaire, hein, parce que parfois c'est non volontaire. De ce fait, cette capacité d'analyse et donc de contrôle que peut acquérir toute entreprise la rend primo redoutée vis-à-vis de ses concurrents d'une part, ça concerne les rapports entre opérateurs économiques, mais aussi et surtout apprécié de l'acheteur public. Et c'est là, mon travail est là, c'est que dans sa vidéo, c'est l'adéquation, rendre le rapport entre l'opérateur économique et l'acheteur public dans une adéquation qui est les rendre adéquates, je veux dire les rendre compréhensibles des deux côtés, surtout de l'opérateur économique, que tout soit plus souple et que tout soit plus ça aille plus dans le sens de l'acheteur public. Voilà. Car une réponse à un appel d'offres, en fait, on peut dire que c'est pas uniquement insérer les bons prix dans les bonnes cases. Hein. Voilà, je sais pas, je remplis un DQE et je mets les bons prix et je fais un bon mémoire qui se tient. Non, c'est pas ça, c'est pas uniquement ça la réponse à un appel d'offres. Donc, il y a une autre dimension qui concerne les attentes de l'acheteur public. Et cette autre dimension, il faut l'acquérir. Enfin, d'abord, il faut comprendre la réglementation pour pouvoir l'acquérir. Donc voilà, c'est pour ça qu'on attaque la réglementation. Les besoins de satisfaire. Et lui, bon, je dirais qu'il est composé en deux parties. Donc il y a une partie, je dirais, qui est bien maîtrisée des entreprises, en ce qui concerne l'exécutif. Donc la partie mémoire technique, prix, ça, ils sont très forts. Et donc le besoin technique de l'opérateur qui est défini par l'opérateur économique à l'acheteur public, il n'y a aucun souci. Ça, il n'y a pas ça. Mais c'est la dimension juridique qui est omis. Quoi. Je veux dire, à l'heure actuelle, les réponses à appel d'offres à l'entreprise, on a besoin de la compréhension d'un besoin à satisfaire au niveau juridique. Voilà. Donc, j'espère être compris. C'est ce qui porte à défaut de l'adéquation que j'ai noté obligatoire. Je parle d'une adéquation obligatoire au titulaire avec l'acheteur public. Donc, voilà, la récurrence dans le besoin de satisfaire lui impose à l'acheteur public l'obligation d'obtenir une autre dimension dans le rapport avec ses futurs co-contractants. Donc, la connaissance de la réglementation permet aussi d'anticiper sur une éventuelle illégalité qui vicierait le marché, parce que la maîtrise du droit de la commande publique permet aussi d'éviter que les difficultés n'interviennent, on va dire, notamment au moment de l'exécution des prestations, ou tout simplement au règlement des prestations exécutées. Voilà. Donc, en toute hypothèse, on peut conclure avec grosses lignes que la connaissance des réglementations permettra à l'entreprise qui travaille avec le secteur public d'accroître ses chances de succès et de défendre ses droits. Voilà, ce qui est primordial. Donc pour une entreprise qu'elle soit tributaire ou non attributaire, c'est le principe, c'est primordial. Donc rentrer surtout dans les principes fondamentaux qui donc régissent le code du marché public et l'ordonnance du 6 juin 2005. Donc, ça c'était un préambule. Après ce préambule, nous allons à ce moment-là attaquer le droit de la commande publique. Nous allons entamer cette analyse. Donc je dirais que à ce jour, le droit à la commande publique est composite. Donc de ce fait, il rend assez
en fait, je ne vais pas dire qu'il est illisible, je vais dire, ou écrire, parce que ce sont des écrits, qu'il nuit à sa lisibilité. Donc il peut être mal interprété, que ce soit par l'opérateur économique ou que ce soit tout simplement par une administration type locale, collectivité territoriale, sui generis, etc. Donc on possède à ce jour, si vous préférez, un code du marché public. Oui, oui, on possède un code du marché public. Mais il n'existe malheureusement pas, et j'ai bien dit malheureusement pas, à l'état actuel du droit, un code de la commande publique. Un code de la commande du public changerait tout. En fait, rendrait les choses beaucoup plus lisibles et non pas fussibles. Ce qui est totalement différent. Ça rendrait notre droit non pas flexible, mais mieux interprété. Voilà, lisible. Par les entreprises, comme je vous ai dit, mais hélas aussi, notamment les administrations locales. Voilà. Donc, plusieurs textes de la passation du marché public, que nous examinerons ces textes par la suite, plusieurs textes régissent ce droit de la passation. Donc, il y a le code du marché public, hein, notre droit national, et l'ordonnance du 6 juin 2005. J'aurais dû commencer peut-être par là, mais j'ai préféré de manière intentionnée de commencer par le code du marché public. Donc l'ordonnance du 6 juin 2005 qui est du droit communautaire, qui est quelque part imposé par voilà, qui est imposé. On va pas rentrer dans des débats politiques. Voilà. Savoir que les décrets, les directives sont émises par assignation envers la France. Donc, du coup, c'est peut-être vu comme une imposition. Voilà. Donc, l'ordonnance du 6 juin 2005, la réglementation des organismes de sécurité sociale, voilà. Ce sont les principaux régimes d'encadrement, les principaux réglementations qui encadrent notre système, je veux dire, aujourd'hui. Bon, il y a d'autres textes, voilà. Donc, qui ne sont pas, je veux dire, directement liés à la passation des marchés, qui peuvent être présentés comme un certain intérêt pour une entreprise qui répond à un appel d'offres, tout simplement, mais ce sont des appels d'offres particuliers. Voilà. Pour les entreprises, je veux dire, il ne s'agit pas, je reviens sur les entreprises, il ne s'agit pas de connaître ces différents textes dans les moindres détails, mais je dirais de savoir en fonction du marché en cause le type d'acheteur ou type d'acheteur, de trouver les informations qui sont pertinentes pour répondre à son offre. Donc là, on va attaquer le code, tu veux dire l'explication, on va entamer l'analyse du code du marché public et ces textes d'application. Donc, le code du marché public, je veux dire, est actuellement en vigueur, est issu de deux décrets, en fait, on va dire, décret numéro 2006-975 du 1er août 2006, voilà, qui a été précédé par 3 projets qui sont officiels, lesquels ont été abondamment commentés, amendés, au cours d'une concertation qui était lancée en juillet 2005. De cette concertation, il s'est dégagé un certain, je dirais, consensus. Le texte qui en résulte, s'il ne peut pas, je veux dire, répondre à toutes les attentes, et parfois même, il se trouve qu'il est contradictoire, ce qui est antagonique, je veux dire, il semble avoir toutefois permis d'atteindre des principaux objectifs qui lui étaient, je dirais, assignés, voilà, je répète le terme, à savoir que celui d'achever la transposition des directives communautaires. Donc cette assignation, le motif de cette assignation est l'achèvement de la transposition des directives communautaires qui émanent de l'ordonnance du 6 juin 2005. Voilà. Ces directives, la 2004-17 et 18 et la 2004-18 du 31 mars 2004, ces directives forment l'essentiel de la réglementation communautaire du marché public. Tous les États membres, et dont la France, se doivent d'intégrer dans
sa législation nationale des règles édictées par l'Europe, et notamment celles contenues dans les directives précitées. À défaut, les marchés passés selon les règles nationales, contraires à celles édictées par les directives communautaires, donc la 2004-17 et la 2004-18, seraient illégales. Voilà. On indiquera encore que la réforme du Code du marché public est intervenue en 2006, parce qu'il s'agit bien là d'une réforme d'adaptation au droit communautaire. Voilà. Donc 2004, en l'état de 2004, le Code du marché public en 2004 était bon. C'est vrai qu'il fallait une certaine évolution de ce code, mais le 2005 est apparu l'ordonnance du 6 juin 2005. On a attendu l'ordonnance 6 juin 2005 pour, en 2006, donner acte de réforme d'adaptation au droit communautaire. Donc, ça a permis également d'atteindre, au moins dans la mesure ou d'une autre, des objectifs différents. Voilà, on va parler de notamment la réforme du Code du marché public a permis l'ouverture de façon importante au marché public aux petites et moyennes entreprises, PME, voilà, par le biais d'outils, notamment les marchés à lotis, on verra ça plus tard, qui sont... alors les marchés à lotis, parenthèse, sont des marchés aujourd'hui quasiment obligatoires, voilà, comme le stipule l'article 10 du Code du marché public, sauf cas particuliers qui sont l'alinéa 3, qui répond à l'alinéa 3 de ce même code, de ce même article, voilà, du même code, oui, effectivement. Donc voilà, ça permet aujourd'hui à des PME de rentrer, donc ça, les marchés globaux, bon, il y en a, sont beaucoup moins importants, voilà, donc il y a une récurrence dans les marchés à lotis, et ça permet de ce fait aux PME de rentrer dans les systèmes de marché public, de répondre au marché. Bon, il y a ainsi qu'encore de promouvoir, il y a aussi un autre fait, c'est la promotion de la préoccupation environnementale. Donc il y a une notion d'écologie dans le marché public ou de préoccupation environnementale, il faut bien le noter, à la réponse aux appels d'offres. C'est-à-dire que vos réponses à appel d'offres doivent prendre en compte une préoccupation environnementale. Cette préoccupation environnementale, elle n'est pas symbolique, elle a un sens. Voilà. Donc le Code du marché public en vigueur a du reste permis de modifier, de préciser ou d'adapter certaines dispositions du présent Code 2004. C'est vrai. Voilà. Mais c'était plus, pour moi, c'est plus une réforme d'adaptation au droit communautaire. Voilà. Le Code du marché public constitue bien évidemment des différents textes qui régissent la passation et les marchés publics. Ce qui est le plus connu, c'est celui le plus couramment utilisé. Il constitue donc un texte qui est, je dirais, à une connaissance qui doit être obligatoire de toute entreprise ou tout autre futur opérateur économique qui souhaite avoir travaillé, avoir ce statut-là avec un acheteur public, dire. Donc là, on va rentrer, je dirais, plus dans l'architecture l'architecture du code. Alors, je me permets, parce que on fait une pause.